Une histoire de rédemption qui touchera votre cœur. Dans le désert de la Provence, un millionnaire abandonne sa fille nouveau-née, mais le destin intervient de manière inattendue. Un berger allemand et une fermière compatissante changent le cours de ce voyage, déclenchant une série d'événements qui transformeront des vies pour toujours. Préparez-vous à des montagnes russes émotionnelles de repentir, de pardon et d'amour inconditionnel. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez cette incroyable saga de résilience. Qu'est-ce qui pousserait un homme à abandonner sa propre fille au milieu du désert? Quel démon intérieur habite l'âme de quelqu'un qui enterre une vie nouvellement arrivée au monde sous les sables brûlants de la Provence? C'est une histoire sur les choix qui nous définissent et les deuxièmes chances que la vie nous offre rarement. La nuit tombe dans le désert de la Provence. Le ciel, autrefois teinté d'orange et de rouge, s'abandonne maintenant au manteau noir constellé de milliers d'étoiles. Le silence est presque palpable, brisé seulement par le sifflement du vent qui danse entre les cactus et les arbustes desséchés. Dans cette vastitude apparemment abandonnée de Dieu, une voiture de luxe avance lentement sur une route de terre, ses phares coupant l'obscurité comme deux yeux inquiets. Au volant se trouve Édouard Dubois, 45 ans, un homme dont la fortune n'a d'égal que le vide qu'il porte dans sa poitrine. Son visage anguleux, toujours impeccablement rasé, est maintenant couvert d'une barbe de 3 jours. Les yeux, normalement froids et calculateurs, révèlent une inquiétude inhabituelle. Sur la banquette arrière, un petit paquet émet des sons presque imperceptibles. Édouard gare la voiture à un point isolé et éteint le moteur. Pendant un moment, il reste immobile, comme s'il livrait une bataille interne. Ses mains serrent le volant avec tant de force que les nœuds de ses doigts blanchissent. Finalement, il se tourne vers la banquette arrière et prend le paquet. Une petite main émerge des couvertures, si fragile, si vulnérable, si incommode. « Je ne peux pas faire ça », murmure-t-il pour lui-même. Mais bientôt son expression s'endurcit. « Non, je dois faire ça ». D'un pas décidé, il s'éloigne de la voiture, le paquet dans les bras. À chaque pas, il sent le poids augmenter, non pas par la charge physique, mais par le poids de la décision qu'il a prise. Le bébé, comme s'il sentait ce qui allait arriver, reste étrangement silencieux. Édouard s'arrête devant une petite dépression dans le terrain. Il pose le paquet par terre et commence à creuser avec les mains. Le sable, encore chaud de la journée brûlante, s'écoule entre ses doigts. Il creuse avec une détermination mécanique, comme quelqu'un qui essaie d'enterrer non seulement un fardeau indésiré, mais aussi sa propre conscience. Le trou n'est pas profond, juste assez pour accueillir la petite boîte en bois qu'Édouard retire du coffre. À l'intérieur, il tapisse un espace avec des couvertures douces avant d'y placer le bébé. L'enfant, une fille d'à peine 3 semaines, le regarde avec des yeux d'un bleu profond, qui semble percer son âme. Les mêmes yeux que sa mère, Éléonore, qui a quitté ce monde en lui donnant la vie. « Tu n'aurais jamais dû naître », murmure Édouard, mais sa voix tremble. « Ta mère serait vivante, si ce n'était pas pour toi. » Pendant un instant, un éclair de tendresse traverse son visage en voyant la petite main attraper son doigt. Mais il s'éloigne bientôt, refermant le couvercle de la boîte, laissant juste de petites fentes pour l'air. Il la place dans le trou et commence à la recouvrir de sable, pas complètement, s'assurant que le couvercle reste partiellement visible. « Quelqu'un va la trouver », se dit-il comme une excuse, une justification pour l'acte impardonnable. Un randonneur, un touriste, nous sommes à quelques kilomètres de la route principale. Mais il n'y a personne aux alentours, juste le vent implacable qui commence à souffler plus fort, comme s'il protestait contre le crime dont il vient d'être témoin. Édouard regarde une dernière fois le petit monticule de sable et retourne à la voiture. Les heures passent. La basse température chute drastiquement, comme il arrive souvent dans le désert la nuit. À l'intérieur de la boîte, la petite lutte contre le froid, ses pleurs étouffés par le bois et par le sable. La vie, si fragile, si persistante, s'accroche comme elle peut à ce monde qui lui a déjà montré son visage le plus cruel. À des kilomètres de là, dans une petite ferme isolée, Diane Dubois, 58 ans, se réveille en sursaut. Une femme aux traits marqués par le soleil et le travail acharné, aux yeux marrons qui ont vu plus de tristesse que de joie, mais qui gardent encore une flamme d'espoir. À ses côtés, Max,
un robuste berger allemand au pelage doré et marron, est inquiet, aboyant vers la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, Max? Qu'est-ce que tu vois ?» Le chien ne répond pas, continue juste d'aboyer, de plus en plus agité. Diane se lève, mettant un châle sur ses épaules. La maison est simple, mais accueillante, avec des meubles en bois sombre et des rideaux de dentelle faits à la main. Des photographies au mur racontent l'histoire d'une vie dédiée à la terre, mais aussi de rêves jamais réalisés. Il n'y a pas d'enfants sur les photos, juste Diane et son défunt mari, Michel, mort il y a 5 ans dans un accident de tracteur. « Calme-toi, mon garçon, ce doit être juste un renard. » Mais Max ne se calme pas. Il va jusqu'à la porte et gratte le bois, la regardant avec une urgence qu'elle n'a jamais vue avant. Réticente, elle prend une lampe de poche et ouvre la porte. Immédiatement, le chien s'élance dans l'obscurité. « Max, reviens ici. » Diane sait que quelque chose ne va pas. En 10 ans, Max ne s'est jamais comporté ainsi. Elle prend un manteau plus épais, enfile ses bottes usées et sort à la recherche de son fidèle compagnon, la lampe de poche éclairant précairement le chemin devant elle. À des kilomètres de là, Édouard n'arrive pas à dormir. Hébergé dans un hôtel de luxe à Aix-en-Provence, il se tourne et se retourne dans son lit, hanté par les yeux bleus du bébé. Il essaie de se convaincre qu'il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas les conditions émotionnelles pour élever un enfant. Pas après ce qui est arrivé à Éléonore. Pas avec les souvenirs douloureux que la fillette évoquerait. C'était le mieux pour tout le monde. Et murmure-t-il pour lui-même dans la chambre vide. Elle trouvera une famille qui la voudra vraiment. Mais les mots sonnent creux même pour ses propres oreilles. Il se lève brusquement, sentant la sueur froide couler dans son dos. Des images horribles envahissent son esprit. La petite boîte, le sable, le froid de la nuit, animaux sauvages. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps, Diane suit Max à travers le désert. La pleine lune éclaire le chemin. Mais le terrain est traître. Elle trébuche sur des pierres, se griffe sur des buissons épineux, mais continue de suivre le chien, qui semble déterminé dans sa mystérieuse mission. « Max, s'il te plaît, reviens, c'est dangereux. » Mais l'animal continue, comme poussé par une force supérieure. Diane sent un pincement au cœur. Malgré la peur, il y a quelque chose dans cette nuit qui semble prédestiné, comme si chaque pas la menait vers un rendez-vous marqué par le destin. Finalement, après ce qui semble une éternité, Max s'arrête. Il creuse frénétiquement dans un petit monticule de sable. Diane s'approche, haletante, et dirige la lumière de la lampe de poche. Son cœur s'arrête presque en voyant ce qui semble être le couvercle d'une boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est, Max? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Le chien continue de creuser et Diane s'agenouille à ses côtés, aidant à retirer le sable avec les mains. Le bois est froid au toucher, et elle sent un frisson qui n'a rien à voir avec la température de la nuit. Quand elle arrive finalement à ouvrir le couvercle, un petit gémissement s'échappe de ses lèvres. Enveloppé dans des couvertures déjà presque froides, se trouve un bébé, pâle et immobile. Pendant un terrible moment, Diane pense qu'elle est arrivée trop tard. Mais alors l'enfant bouge légèrement, ses petites lèvres tremblant. Oh mon Dieu, qui ferait une chose pareille? Sans hésiter, Diane prend l'enfant dans ses bras, l'enveloppant dans son propre manteau. Le bébé est glacé, mais vivant. Elle le presse contre sa poitrine, essayant de transférer sa propre chaleur au petit corps. « Ça va aller, petite? Je t'ai trouvé. Max t'a trouvé. » Le chemin du retour vers la ferme semble interminable. Diane court le plus vite possible, Max à ses côtés, comme un gardien protecteur. Elle murmure des mots de réconfort à l'enfant, des promesses de sécurité, des serments silencieux que rien de mal n'arrivera plus. À la ferme, elle chauffe de l'eau, improvise une baignoire et lave doucement le bébé, qui commence à retrouver des couleurs. C'est une fille, peut-être âgée de quelques semaines. Il n'y a aucune identification, aucune piste de qui elle peut être ou de qui l'a abandonnée de manière si cruelle. Qui pourrait te faire ça, petite? Quel monstre en serait capable? La réponse est en chemin. Édouard conduit comme un fou sur la route déserte, sa voiture de luxe soulevant des nuages de poussière. Le repentir le consume comme un cancer, dévorant toute rationalité qu'il aurait pu encore avoir. Il doit retrouver l'enfant, doit défaire ce qu'il a fait, doit
Mais quand il arrive sur les lieux, tout ce qu'il trouve est un trou vide. La boîte n'est plus là. Juste des marques de pattes et des empreintes humaines racontent une histoire silencieuse. Quelqu'un est passé par là. Quelqu'un a emmené sa fille. Édouard tombe à genoux dans le sable. Les larmes qu'il avait juré de ne plus jamais verser depuis la mort d'Éléonore coulant maintenant librement sur son visage. C'est le prix du repentir tardif, le coup de réaliser la monstruosité de ses actes seulement quand il est déjà trop tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? À la ferme, Diane prend une décision. Peu importe qui a abandonné cet enfant, peu importe ce qui s'est passé, elle ne la remettra pas aux autorités. Pas encore. Quelque chose en elle, une intuition profonde, lui dit que cette petite vie a été envoyée pour remplir le vide qui consume son existence depuis la mort de Michel et la tristesse de n'avoir jamais eu d'enfant. Tu vas rester? Avec moi, petite. Au moins pour l'instant. Jusqu'à ce que nous découvrions ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tu seras en sécurité. Elle regarde Max, qui n'a pas quitté le côté du bébé un seul instant. On dirait qu'on a une nouvelle membre dans la famille, mon ami. L'aube apporte de nouveaux défis. Diane sait qu'elle n'a pas tout ce dont un bébé a besoin. Elle improvise des couches avec de vieux tissus, nourrit la petite avec du lait tiède sucré au miel, un substitut précaire, mais nécessaire jusqu'à ce qu'elle puisse aller en ville. La ville la plus proche est à 40 minutes en voiture. Diane y va rarement, préférant la solitude de sa ferme. Mais maintenant, elle n'a pas le choix. Elle place le bébé dans un panier rembourré sur le siège passager de son pick-up usé et conduit prudemment sur les chemins tortueux. Au petit marché, ses achats soulèvent des sourcils. Couches, biberons, lait en poudre, vêtements de bébé. La vendeuse, une femme d'âge moyen aux yeux curieux, ne peut contenir son indiscrétion. « Je ne savais pas que vous aviez des petits-enfants, Diane. À qui est le bébé ?» Diane hésite. Elle n'a pas préparé d'histoire. « C'est la fille d'une nièce. Je vais m'occuper d'elle quelque temps pendant que ma nièce se remet de l'accouchement. Elle a eu des complications. » Le mensonge sort avec une facilité surprenante, mais laisse un goût amer dans sa bouche. Diane n'a jamais été du genre à mentir. Cependant, quelque chose en elle sait que ce mensonge, pour l'instant, est nécessaire. Oh, quel bon cœur vous avez. Si vous avez besoin d'aide, faites-le-moi savoir. Mes 3 enfants sont grands maintenant. Un bébé me manque à la maison. Diane remercie et s'en va rapidement, consciente des regards qui la suivent. Petites villes ont la mémoire longue, et les mauvaises langues vont bon train. Elle sait que son histoire sera questionnée, investiguée, disséquée. Mais c'est un problème pour plus tard. Maintenant, sa priorité est la petite. De retour à la ferme, elle organise un espace pour le bébé dans sa propre chambre. Un berceau improvisé avec un vieux tiroir, tapissé de couvertures douces. Pendant qu'elle prépare le biberon selon les instructions, ses pensées divaguent vers l'avenir incertain qui les attend. Il faut te donner un nom, petite. Le bébé l'observe avec ses yeux bleus impressionnants, si intenses, si profonds, qu'il semble contenir le ciel lui-même. Diane se souvient d'une histoire que sa grand-mère racontait sur une princesse guerrière qui a survécu à de grandes épreuves. Je vais t'appeler Sophie, parce que tu es mon espoir renaissant, ma deuxième chance. Pendant ce temps, Édouard Dubois entame une recherche frénétique, engage des détectives privés, offre des récompenses exorbitantes pour toute information sur un bébé trouvé, dans le désert. Mais il est prudent, ne révèle jamais que l'enfant est sa fille, ne mentionne jamais que c'est lui qui l'a abandonné. Il crée une histoire sur une nounou irresponsable, un enlèvement, n'importe quoi pour détourner l'attention de sa culpabilité. Les jours se transforment en semaines. Diane et Sophie établissent une routine. Le bébé grandit fort, apparemment sans séquelles de la terrible nuit dans le désert. Max devient son protecteur dévoué, dormant à côté du berceau improvisé, alerte à tout son suspect. Diane est prudente dans ses allées et venues en ville. Toujours différentes excuses, toujours des histoires élaborées sur la prétendue nièce qui viendra bientôt chercher sa fille. Au fond, elle sait qu'elle ne pourra pas maintenir cette situation indéfiniment. À un moment donné, elle devra prendre une décision définitive, officialiser l'adoption de Sophie ou découvrir la vérité sur son origine.
L'opportunité se présente de manière inattendue. Lors d'une de ses rares visites en ville, Diane entend des conversations sur un riche homme d'affaires, hébergé dans l'hôtel de luxe à proximité. Un homme obsédé, qui offre des fortunes pour des informations sur un bébé perdu. Un homme nommé Édouard Dubois. Quelque chose dans ce nom, dans cette histoire, éveille l'intuition de Diane. Cela pourrait être une coïncidence, mais son cœur lui dit que non. Elle décide d'enquêter, même si cela signifie risquer de perdre Sophie. L'hôtel est un lieu intimidant pour quelqu'un comme Diane, habituée à la simplicité de sa ferme. Elle se sent déplacée avec ses vêtements usés et ses mains calleuses par le travail. Mais sa détermination est plus forte que son inconfort. À la réception, elle demande Édouard Dubois. « Monsieur Dubois ne reçoit pas de visiteurs, madame. Dites-lui que j'ai des informations sur ce qu'il cherche. » Les mots sortent comme un murmure, chargés d'un poids presque insupportable. Diane ne sait pas ce qu'elle fait, ne sait pas si elle commet la plus grande erreur de sa vie. Mais quelque chose la pousse, peut-être le même instinct qui a conduit Max à trouver Sophie cette nuit fatidique. Elle est conduite à une suite luxueuse, où un homme de dos à la porte observe le paysage par la fenêtre. Quand il se tourne, Diane voit un visage consumé par la souffrance, des yeux vides qui ont déjà trop vu, qui ont déjà trop pleuré. « Vous avez des informations sur l'enfant ?» Diane hésite. Les yeux de cet homme sont les mêmes que ceux de Sophie. Le même bleu profond, la même forme. Aucun doute, c'est le père de la fillette. Pourquoi la cherchez-vous? La question prend Édouard par surprise. Il s'attendait à des informations, pas à des questions. Ses yeux se rétrécissent, méfiants. Cela ne vous regarde pas. Si vous savez quelque chose, dites-le, je paierai bien. Je ne veux pas de votre argent. Je veux savoir pourquoi quelqu'un abandonnerait un bébé sans défense dans le désert pour ensuite le chercher désespérément. Les mots atteignent Édouard comme un coup physique. Il chancelle, s'appuyant sur la table, proche. Diane voit la vérité se révéler sur son visage, la culpabilité, le remords, le désespoir. Comment le savez-vous? Je l'ai trouvée, mon chien l'a trouvée, presque morte, enterrée dans une boîte en bois. Édouard tombe dans un fauteuil, vaincu. Toute sa posture contrôlée, toute sa façade froide, s'effondre devant cette femme simple qui tient maintenant son destin entre ses mains. Elle va bien? Elle est vivante et en bonne santé. Plus que ça, je ne dirai rien tant que je n'aurai pas compris ce qui s'est passé. Et ainsi commence une conversation qui durera des heures. Édouard, pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, ouvre son cœur. Raconte la brève romance avec la mère de Sophie. Comment Éléonore a caché la grossesse. Comment il n'a découvert que lorsqu'il a été informé de sa mort en couche. Parle du deuil, de la colère, du ressentiment irrationnel contre l'enfant, qui dans son esprit perturbé, lui a pris Éléonore. Diane écoute, sans juger, mais aussi sans pardonner. Quand Édouard termine sa confession, le soleil est déjà en train de se coucher, peignant la pièce de tons dorés qui contrastent avec l'obscurité de l'histoire qu'elle vient d'entendre. « Allez-vous me dénoncer à la police ?» La question plane dans l'air comme un nuage chargé. Diane considère ses options, pense à Sophie, à Max, à sa ferme solitaire, aux yeux bleus qui ont déjà conquis son cœur. Non, pas maintenant du moins. Mais il y a des conditions. Les semaines suivantes établissent une étrange routine. Édouard loue une maison proche de la ferme de Diane. Tous les jours, sous sa supervision vigilante, il passe quelques heures avec Sophie. Au début, il est maladroit, craintif, presque incapable de tenir sa propre fille. Mais peu à peu, une connexion commence à se former. Diane observe, toujours attentive, toujours prête à intervenir. Max ne quitte jamais le côté de Sophie quand Édouard est présent, comme s'il comprenait la complexité de la situation. « Elle m'a souri aujourd'hui », dit Édouard un après-midi, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois qu'elle sait qui je suis. » Diane ne répond pas. Elle a vu le sourire, vu la petite main de Sophie attraper le doigt du père. Elle ne fait toujours pas confiance à cet homme qui a été capable d'abandonner sa propre fille. Que feriez-vous si je vous laissais l'emmener? La question sort de nulle part, surprenant les deux. Édouard regarde Diane, puis Sophie,
qui joue avec un hochet improvisé sur le tapis du salon. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment élever un enfant. Ma vie est à Paris, appartement de luxe, réunion, voyage. Alors pourquoi la chercher avec autant de désespoir? Édouard passe la main sur son visage. Geste que Diane a déjà appris à reconnaître comme signe de sa lutte interne. Parce que je dois me racheter. Je dois essayer de faire ce qu'il faut, au moins une fois dans ma vie. L'honnêteté brutale de la réponse désarme Diane. Ce n'est pas la réponse parfaite, ce n'est pas ce qu'un père devrait dire. Mais c'est vrai, et peut-être que c'est un début. Le temps passe. Sophie fête son premier anniversaire dans la petite ferme. Une célébration modeste, juste Diane. Édouard, Max et l'infirmière à la retraite de la ville. Madame Martin qui est devenue une alliée et confidente de Diane. Ce jour-là, quelque chose change entre Diane et Édouard. Une trêve silencieuse, une reconnaissance mutuelle qu'ils aiment. Tous deux cet enfant, chacun à sa manière. Diane réalise qu'Édouard n'est plus l'homme froid et calculateur qui a abandonné un bébé dans le désert. La paternité, même tardive et conflictuelle, l'a transformé. Édouard, à son tour, ne voit plus en Diane une menace, mais une partenaire, quelqu'un qui a sauvé non seulement sa fille, mais aussi son âme perdue. C'est à cette époque que les tempêtes de sable commencent. Phénomène courant dans le désert de la Provence, mais particulièrement intense cette année-là. Diane, habituée aux particularités du climat local, prend des précautions supplémentaires. Édouard, apprenant encore la vie rurale, suit ses instructions avec une humilité qui aurait été impensable un an auparavant. Par un après-midi particulièrement chaud, avec le ciel prenant cette teinte jaunâtre qui annonce l'arrivée d'une tempête, Diane laisse Sophie jouer dans l'enclos improvisé sur la véranda, sous la surveillance constante de Max. Elle va jusqu'à la grange chercher plus de bois, prévoyant une nuit froide après le passage de la tempête. Édouard est en ville achetant des provisions. Ils ont développé une routine domestique presque naturelle, partageant tâches et responsabilités sans besoin de beaucoup de mots. Diane s'attarde dans la grange, organisant des outils, vérifiant le générateur de secours. Quand elle retourne à la maison, le sang se glace dans ses veines. L'enclos est vide. Max et Sophie ont disparu. Pendant un terrible moment, la panique la paralyse. Son esprit va immédiatement au pire scénario. Édouard a emmené Sophie. Ça a toujours été son plan. Gagner confiance pour ensuite s'enfuir avec l'enfant. Mais alors, elle voit les empreintes. Petites marques dans le sable qui mènent au-delà de la propriété, en direction du désert. À côté des empreintes petites et hésitantes de Sophie, qui rampe maintenant avec détermination, se trouvent les pattes inconfondibles de Max. Non, non, non. L'enfant, d'une manière ou d'une autre, a réussi à sortir de l'enclos. Et Max, fidèle à sa mission de protecteur, l'a suivi au lieu d'alerter Diane. Le vent souffle déjà avec force, soulevant des nuages de poussière qui rendent la visibilité difficile. Diane court à l'intérieur de la maison, prend une lampe de poche, une gourde d'eau, une couverture. Le temps s'épuise. Si la tempête arrive avec toute sa force, trouver Sophie sera presque impossible. Elle est sur le point de sortir quand elle entend la voiture d'Édouard arriver. Il sort du véhicule chargé de sacs, mais s'arrête immédiatement en voyant le visage de Diane. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie, elle est sortie de l'enclos. Elle est allée dans le désert avec Max. Plus besoin de mots. Édouard laisse tomber les sacs et court vers la voiture. Allons-y, la tempête arrive. Diane hésite juste une seconde avant d'entrer dans le véhicule. Sa méfiance envers Édouard existe toujours, mais elle est dépassée par l'urgence de la situation. Ils doivent trouver Sophie avant que la nature implacable du désert ne la réclame. La voiture avance dans le paysage aride, suivant les petites empreintes que le vent efface rapidement. Diane sent le désespoir grandir en elle. Édouard conduit avec une concentration féroce. Les nœuds des doigts blancs sur le volant. Exactement comme cette nuit fatidique, il y a plus d'un an, où il a pris la pire décision de sa vie. « Là !» crie Diane soudain, pointant une formation rocheuse au loin. Édouard force la vue. Pendant un moment, il ne voit rien, mais alors un éclair de doré entre les pierres attire son attention. C'est Max, son poil se détachant contre le décor rocheux. Ils abandonnent la voiture et courent vers les roches. La tempête est presque sur eux maintenant, la visibilité diminuant à chaque seconde.
Diane appelle Sophie, sa voix presque perdue, dans le hurlement croissant du vent. Max aboie en réponse, les guidant vers une petite grotte naturelle entre les roches. Et là, protégée du vent et du sable, se trouve Sophie, assise tranquillement jouant avec de petites pierres, complètement inconsciente du danger qu'elle court. Diane court vers l'enfant, la prenant dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Édouard reste en arrière comme s'il craignait de briser le moment sacré entre les deux. Mais alors, Sophie tend les bras vers lui, balbutiant quelque chose qui ressemble vagement à « Papa ». Édouard se fige, incapable de réagir, jusqu'à ce que Diane, avec un sanglot étouffé, lui remette l'enfant. C'est un moment de reddition, d'acceptation. Diane comprend finalement que, malgré tout, cet homme aime sa fille. Et Édouard comprend que Diane, malgré tout le droit qu'elle aurait de le haïr, a choisi la compassion. Mais il n'y a pas de temps pour les réflexions. La tempête est sur eux maintenant, violente et impitoyable. Retourner à la voiture est impossible. Ils doivent s'abriter dans la grotte jusqu'à cela que la fureur de la nature s'apaise. Les heures passent. Dans l'obscurité de la grotte, éclairée seulement par la lampe de poche de Diane, ils forment un tableau improbable, une fermière. Un millionnaire, un bébé et un berger allemand, unis par les circonstances, par la peur, par l'amour d'une petite vie qui a failli être perdue 2 fois. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé ?» demande Édouard, sa voix presque un murmure. « Après tout ce que j'ai fait… » Diane regarde Sophie, maintenant endormie dans les bras du père. Max est couché à côté d'eux, vigilant même à l'abri. « Parce que je crois au deuxième… chance. Parce que j'ai vu comment vous avez changé. Parce que… » Elle hésite, cherchant les mots justes. « Parce que Sophie mérite de connaître son père, l'homme que vous êtes devenu, pas celui qui l'a abandonné. » Édouard baisse la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je ne mérite pas votre pardon. Je ne mérite pas d'être son père. Il ne s'agit pas de ce que vous méritez. Il s'agit de ce qu'elle mérite. Et elle mérite une famille complète, des gens qui l'aiment, qui la protègent. » La tempête s'apaise enfin à l'aube. Ils sortent de la grotte pour un monde transformé. Le paysage a été redessiné par le vent et le sable. Nouveaux contours, nouvelles textures, comme leur propre vie. Le chemin du retour vers la ferme est silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Diane regarde par la fenêtre de la voiture, observant le lever du soleil peindre le ciel de rose et d'or. Un nouveau jour, un nouveau départ. Dans les mois qui suivent, ils établissent un arrangement inhabituel. Édouard achète une propriété voisine à celle de Diane. Elle n'est ni grande ni luxueuse comme ses appartements à Paris ou ses manoirs en Europe. C'est une maison simple, adaptée à la vie dans le désert, assez proche pour que Sophie puisse grandir entre 2 foyers qui, de manière différente, l'aiment également. Diane garde la garde légale de Sophie, décision qu'Édouard accepte avec humilité. Il sait qu'il n'a pas le droit d'exiger plus, mais il est présent tous les jours, apprenant à être père, apprenant à être une meilleure personne. Par un après-midi tranquille, tandis qu'ils observent Sophie faire ses premiers pas dans le jardin, suivi de près par le toujours vigilant Max, Diane pose la question qu'elle gardait depuis si longtemps. « Avez-vous déjà pensé à ce que cela aurait été si vous n'aviez pas changé d'avis cette nuit-là, si vous n'étiez pas revenu la chercher ?» Édouard regarde sa fille. Ses boucles dorées brillant sous le soleil du désert, ses yeux, les yeux d'Éléonore, pleins de curiosité et de joie. J'y pense tous les jours. Et chaque jour, je remercie Max de l'avoir trouvé, vous de l'avoir sauvé, de m'avoir sauvé aussi. Diane ne répond pas immédiatement. Il y a des vérités qui n'ont pas besoin d'être dites à voix haute, des compréhensions qui transcendent les mots. Les gens peuvent changer, dit finalement. J'ai changé, vous avez changé. Le désert aussi change, constamment remodelé par le vent et la sable. Rien ne reste pareil pour toujours. Édouard sourit, un sourire sincère qui atteint ses yeux. Sauf l'amour, l'amour demeure. Sophie marche jusqu'à eux, chancelante mais déterminée, avec Max suivant chaque pas. Elle tend les bras, geste universel de qui veut être soulevé, étreint, aimé. Édouard la prend, puis dans un mouvement qui surprend les deux, tend l'autre bras vers Diane. Pendant un moment, elle hésite. Puis, avec un soupir qui semble libérer des années de solitude, elle s'approche. Les 3 s'étreignent,
avec Max circulant autour, aboyant joyeusement, comme s'il approuvait cette famille improbable forgée dans le feu des épreuves, trempée par les vents du désert. Et ainsi, sous le ciel infini de la Provence, dans une terre qui semble hostile mais qui abrite la vie dans ses formes les plus résilientes, un nouveau voyage commence. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais juste le début d'un chapitre différent, écrit non plus par la douleur et le repentir, mais par l'espoir et la rédemption. À l'horizon, des nuages de tempête se forment à nouveau. Le désert n'est jamais vraiment en paix, ne reste jamais le même. Mais maintenant, ils affronteront ce qui viendra ensemble, unis par des liens plus forts que le sang, plus durables que la culpabilité, aussi éternels que le désert lui-même. Parce que certaines histoires ne se terminent pas. Elles se transforment, juste comme des grains de sable déplacés par le vent, formant de nouveaux motifs, de nouveaux paysages, de nouvelles possibilités. Et dans chaque grain de sable, dans chaque souffle de vent, dans chaque battement de cœur, réside la promesse silencieuse que même dans les circonstances les plus improbables, l'amour trouve un chemin. La rédemption est possible. Et l'espoir, comme la petite Sophie, n'est jamais vraiment perdu, juste en attente d'être trouvé. Le soleil se couche une fois de plus sur le désert de la Provence. Sur la véranda de la petite ferme, 3 silhouettes se découpent contre le ciel flamboyant. Une femme dont la solitude a trouvé un but, un homme dont l'obscurité a trouvé la lumière, et un enfant dont le destin quasi tragique s'est transformé en une histoire d'amour, de pardon et de seconde chance. À leur côté, toujours vigilant, toujours fidèle, se trouve Max, le berger allemand qui, suivant juste son instinct, a changé le cours de tant de vies. Le vent murmure de vieux secrets entre les cactus et les roches. Le sable garde les traces de ceux qui sont passés par là, mais les effacera bientôt, comme il le fait toujours. Le désert ne juge pas, ne condamne pas, n'absout pas. Il existe juste, implacable et majestueux, témoin silencieux des petites et grandes tragédies humaines, des défaites et des triomphes, des chutes et des rédemptions. Et dans le silence de la nuit qui approche, quand les étoiles commencent à parsemer le ciel comme des diamants éparpillés sur du velours noir, une vérité simple demeure. Même dans les endroits les plus inhospitaliers, même dans les cœurs les plus endurcis, la vie trouve un chemin. L'espoir persiste. Et l'amour, quand il est vrai, transcende même les erreurs les plus impardonnables, transformant les déserts en jardins, les étrangers en famille, et le repentir en rédemption.